Alors le transhumanisme, tout d'abord, le transhumanisme, on peut dire que c'est un mouvement philosophique et intellectuel qui prône l'amélioration de la nature humaine au moyen de la science et de la technologie, pour faire très bref, pour donner une définition très, très large. Alors, bien sûr, si le transhumanisme, c'est le fruit d'un processus de maturation qui remonte aux années 1960, il n'est devenu un mouvement en tant que tel, avec ses militants, avec ses structures, ses institutions, ses instituts, ses pratiques aux États-Unis qu'au début des années 90. Le premier réseau transhumaniste a été initié en Californie aux alentours de 1988 par un jeune philosophe britannique, Max O'Connor, qui a d'ailleurs ensuite changé de nom pour devenir Max More, qui est connu sous ce terme-là, et qui crée à cette époque-là l'Extropy Institute et fonde l'extropianisme, que l'on peut considérer comme la philosophie première du transhumanisme. Alors 30 ans après sa création, le mouvement transhumaniste est aujourd'hui devenu international et de nombreux thèmes transhumanistes se sont ancrés dans le débat public. Les acteurs industriels de la première heure, issus de la bulle Internet des années 90, Google, Amazon, SpaceX, etc., restent engagés dans des projets plus ou moins explicitement liés au transhumanisme, qui suscitent une attention importante de la part du public. On peut citer entre autres les nombreux projets d'augmentation humaine, notamment dans le domaine militaire, la thématique de l'intelligence artificielle, la robotique, la colonisation spatiale, les interfaces cerveau-machine, notamment les prothèses neuromorphiques de la société Neuralink d'Elon Musk, l'industrie cryonique, etc. Alors parmi les thèmes transhumanistes, la cryonie et le téléchargement de l'esprit font partie des plus anciens sujets d'intérêt des fils de discussion transhumanistes. Ce ne sont pas les seuls, mais on les trouve très tôt dans les fils de discussion des premières listes d'échanges dans les débuts d'Internet, au sein des communautés transhumanistes. Peu importe que ces technologies n'existent pas aujourd'hui, en parler, c'est déjà leur donner une première concrétisation dans l'espace de possibilités des imaginaires et du langage. C'est aussi proposer une finalité pour structurer des projets technoscientifiques. Alors, qu'est-ce que la cryonie? Si on regarde sur Wikipédia, on trouve très rapidement une définition que Jean-Yves Goffy a rappelée aussi tout à l'heure. La cryonie ou cryogénisation est un procédé de cryoconservation, conservation à très basse température, de cadavres dans l'espoir que de futures avancées technologiques pourront permettre de les ressusciter. Elle pourrait permettre, dans le cas d'un patient souffrant d'une maladie incurable avec nos moyens médicaux actuels, d'attendre qu'un traitement de sa maladie soit éventuellement développé dans un avenir lointain, à condition bien sûr, par exemple, que l'on puisse, dans certains États où la législation en matière d'euthanasie est possible et où la cryonie est possible, euthanasier sur la demande de ces patients, donc ces patients, et les plonger dans des conditions optimales de cryonie, dans l'espoir peut-être de pouvoir traiter leur maladie quand on pourra les réveiller dans des conditions optimales. Alors actuellement, le procédé n'a jamais été reversé, bien sûr. Alors c'est intéressant de regarder les autres définitions que l'on trouve de la cryonie, notamment, je passe celle que l'on trouve dans le Cambridge Dictionary, mais sur Alcor, donc une société de cryonie très importante aux États-Unis, on trouve une définition de la cryonie qui est intéressante. La cryonie est la pratique de la préservation de la vie en interrompant le processus de la mort, en utilisant toute une série de techniques comme des températures très froides, etc. Mais on ne parle plus d'un cadavre que l'on plonge dans le froid, on parle de maintenir la vie en interrompant le processus de la mort. C'est un petit glissement sémantique qui est intéressant. Alors, une partie de la théorie de la cryonie repose sur le concept de mort informationnelle, à distinguer de la mort clinique et de la mort légale. La mort clinique, il y a mort clinique quand il n'y a plus de réaction musculaire spontanée, plus de réflexes, plus de respiration, arrêt du cœur. La mort légale, c'est quand il n'y a plus d'activité électrique et de circulation sanguine, une petite faute d'orthographe, au niveau du cerveau, qui a une déclaration de mort cérébrale. Et la mort informationnelle, c'est quand il n'y a plus d'activité électrique et de circulation sanguine. Il y a aussi une petite erreur. La mort informationnelle, c'est quand l'information qui constitue la base du vivant est perdue, et les transhumanistes, ceux qui soutiennent aussi le projet du mind uploading, etc., soutiennent qu'il faut distinguer la mort informationnelle de la mort légale. Il pourrait tout à fait être possible de récupérer l'information essentielle qui constitue la base du vivant,
d'une manière ou d'une autre. La mort informationnelle présuppose que ce qui fait l'identité d'une personne est de nature informationnelle et non physique, qu'elle est inscrite certes dans son cerveau, mais que d'autres supports pourraient peut-être servir de point d'inscription de cette information, et qu'il est possible de faire revivre un individu tant que le contenu de cette inscription n'est pas détruit. Alors les partisans du mind uploading comme technique post-cryonique considèrent également que la nature informationnelle de l'identité d'une personne ne se confond pas avec l'organicité d'un support physique comme un corps biologique. Face à la difficulté de préserver ce dernier par les techniques cryoniques, il propose de travailler à préserver cette base informationnelle en la reproduisant à l'identique ou en l'exfiltrant de son support biologique pour l'arrimer à d'autres supports. Encore plus spéculatif que le projet cryonique, le mind uploading est aussi en quelque sorte post-cryonique, en présupposant qu'il ne serait plus même nécessaire de préserver le même corps ou le même cerveau biologique d'un individu pour garantir sa survie personnelle au-delà de sa mort clinique ou légale, tant que sa mort informationnelle peut être évitée. Alors, qu'est-ce que le téléchargement de l'esprit ou mind uploading ? Pour donner une définition de base, pour que l'on entende la même chose derrière ce concept, le mind uploading, on peut dire que cela désigne un processus technique par lequel l'esprit, c'est-à-dire la conscience, l'ensemble des souvenirs, de la personnalité et des propriétés mentales d'un individu spécifique, est transféré depuis son cerveau biologique d'origine vers un substrat informatique. L'opération consiste à capturer les états cérébraux et par là même leurs corrélats mentaux et à les reproduire numériquement sous la forme d'une simulation informatique. L'ordinateur pourrait alors exécuter un modèle de simulation du traitement de l'information du cerveau, de sorte qu'il réagisse essentiellement de la même manière que le substrat biologique d'origine et qu'il fasse l'expérience d'un esprit conscient. Le téléchargement de l'esprit reste bien sûr aujourd'hui, tout comme la cryonie, une hypothèse absolument fictionnelle, mais elle fait aussi l'objet de débats philosophiques récurrents depuis 2-3 décennies dans différentes revues de philosophie de l'esprit, de post-human studies, etc. Car l'hypothèse offre une expérience de pensée qui interroge nos intuitions sur ce qui fait l'identité d'une personne. C'est ça qui est intéressant, c'est de questionner qu'est-ce qui fait fondamentalement le cœur de l'identité d'une personne, dont il s'agirait de garantir la permanence. Alors mon propos ne sera pas ici d'ouvrir le débat sur la plausibilité ou non, ou la faisabilité technoscientifique du mind uploading, mais de questionner ces présupposés métaphysiques, en particulier 2 conceptions de la personne humaine qui sont en jeu dans les débats transhumanistes sur cette question. Dans son ouvrage majeur Reasons and Persons, le philosophe britannique Derek Parfit, décédé en 2017, l'un des philosophes analytiques les plus importants de sa génération, propose un scénario autour d'une technologie proche du mind uploading, la téléportation. Vous allez voir que c'est très très proche. Imaginons, écrit-il, je résume ici l'expérience de pensée qu'il nous propose, imaginons dans un futur hypothétique qu'une personne sur Terre, appelons-la Théodule, décide de se téléporter sur Mars. Entrant dans la machine de téléportation, un sas de sécurité se referme sur Théodule et un scanner enregistre, tout en détruisant peu à peu son corps et son cerveau, l'état exact de la totalité de ses cellules, ainsi que les rythmes et dynamiques de leurs interactions complexes. Ces informations sont envoyées sur Mars, par radio, vers une seconde machine installée, le réplicateur, qui reconstruit exactement le cerveau et le corps de Théodule tels qu'ils étaient sur Terre. L'individu qui sort du réplicateur n'est pas numériquement l'individu détruit sur Terre, mais il se souvient être entré dans le téléporteur sur Terre. Il possède la mémoire biographique et le sentiment intime d'être la personne qu'il a toujours été, c'est-à-dire notre Théodule. La question philosophique que soulève cette expérience de pensée est alors la suivante. En quel sens a-t-on affaire à Théodule sur Mars ? Une fois téléporté sur Mars, Théodule est-il bien toujours Théodule que nous avions sur Terre ? Avons-nous affaire à la même personne ? Parfit soutiendra que la personne téléportée de la Terre est bien la personne reconstituée sur Mars. Sur quelle théorie métaphysique de la personne humaine et de l'identité personnelle cette thèse est-elle fondée ? Voilà qui est bien étrange. Alors, on peut parler de 2 fondements métaphysiques du mind uploading et de l'identité personnelle.
L'idée du mind uploading a commencé à faire l'objet de discussions scientifiques et philosophiques dans les cercles extropianistes lorsque le roboticien Hans Moravec, que vous voyez sur la photo à droite, la présenta dans un essai remarqué en 1988 intitulé Mind Children, The Future of Robots and Human Intelligence. Dans cet ouvrage, Moravec soutient que la survie future de l'humanité ne sera pas une affaire d'adaptation biologique, mais de transfert des fonctions mentales prises en charge par les systèmes biologiques vers des systèmes synthétiques plus efficaces, par exemple de type électronique ou numérique. Cette thèse, qui va plus loin que la téléportation, en arguant de la possibilité de substituer au substrat biologique du corps humain un substrat purement informationnel, présuppose une certaine théorie de l'identité personnelle et de l'esprit. Pour Moravec, le téléchargement a en effet des implications dualistes claires. Il faut entendre ici un dualisme des propriétés et non un dualisme des substances. On pourra éventuellement y revenir si vous le souhaitez. L'esprit doit être considéré comme pouvant être séparable de son substrat biologique, de la même façon qu'un programme informatique peut être compilé pour fonctionner sur différentes plateformes informatiques. Cette vision est une version de la conception computationnaliste de l'esprit qui conçoit la pensée, les sentiments, les souvenirs, la propriété d'être en vie, d'avoir des états mentaux ou d'être conscient, comme des fonctions de l'esprit qui peuvent faire l'objet d'une modélisation mathématique, et l'esprit comme un système formel général de traitement de l'information. Concernant sa théorie de l'identité personnelle, Moravec s'écarte ici clairement de la thèse de l'identité corporelle, qui soutient qu'un esprit transféré dans un nouveau corps provoquerait la création d'une nouvelle personne. Au contraire, sa conception de l'esprit voit en l'esprit une forme logique distincte et séparable de ses supports physiques, qui permettent à Moravec de concevoir la possibilité d'une immortalité personnelle de type informationnel. Il suffirait de soutirer l'information qui constitue le cœur, le fondement métaphysique d'un esprit, et de le reporter sur un autre support physique qu'un corps mortel pour garantir la survie informationnelle d'un esprit et le préserver d'une mort informationnelle. Alors dans son livre « How We Became Posthuman », Catherine Hales soutient que, je la cite, les positions philosophiques de Moravec participent d'une conception informationnelle de la personne humaine dont la métaphysique, la conception ultime de l'humain, est archaïque et remonte au moins à Platon. Dans cette même veine, un auteur comme Eric Davis, dans Technosis, définit les transhumanistes comme des technognostiques et voit dans le transhumanisme une résurgence cybernétique de la gnose. La gnose, pour faire très simple, ça renvoie à un ensemble de théories qui tentent à rejeter comme étant mauvaises, déchéantes, la Terre, la nature, l'univers, et privilégier un monde opposé qui serait parfait, idéal et à rejoindre. La plupart des critiques francophones du transhumanisme, comme par exemple Jean-Michel Beignet ou Jean-Gabriel Ganassia, pour n'en citer que les noms les plus connus, s'inscrivent dans cette lignée critique. Ils voient dans la proposition transhumaniste de s'émanciper de la fatalité d'un corps biologique limité et fini, les mêmes thèmes séculaires des religions gnostiques, la primauté de l'esprit sur le corps, le rejet du corps comme défaillant et fini, la dévaluation de la nature par opposition au règne de l'esprit, l'espoir d'une migration des âmes, libérées des corps biologiques et pouvant migrer sur de nouveaux supports plus parfaits et moins déchus, la connaissance des sources du mal et de la souffrance et des moyens techniques de les éviter. Ces auteurs relèvent que ces éléments de croyance sont caractéristiques d'une religiosité de type gnostique et d'une déviation de la pensée transhumaniste par rapport à la rationalité des Lumières, ainsi qu'au projet scientifique et intellectuel de l'humanisme. Ce que je voudrais souligner ici en guise de transition vers la seconde partie de mon propos, et avant de nous acheminer vers la conclusion, est que bien des transhumanistes ne se reconnaissent pas du tout dans la tentation gnostique qui leur est attribuée, et sont loin de partager les positions métaphysiques dualistes que Catherine Hales attribue à Hans Moravec. Que l'interprétation qu'Hales fait de la position de Moravec soit correcte ou pas pourrait évidemment prêter à débat. On avait déjà un peu discuté une fois avec Jean-Yves, et je laisse ce point de côté, mais on pourrait en rediscuter tout à l'heure. Je disais donc que bien des transhumanistes sont loin de partager les positions métaphysiques dualistes prêtées à Hans Moravec, et la critique gnostique qui leur est adressée. L'idée du mind uploading, par exemple, a suscité des inquiétudes chez les extropiens depuis les premiers débats sur ce sujet au sein du mouvement.
Anders Sandberg, par exemple, l'un des transhumanistes universitaires d'Oxford, un collègue de Nick Bostrom, parmi les plus influents aujourd'hui, s'est toujours opposé aux vues dualistes, affirmant que any change of the body is a change of oneself. Tout changement du corps est un changement profond aussi de l'identité personnelle d'un sujet, d'un être d'esprit. Et que dans la plupart des dualismes, l'âme est présumée capable d'exister sans le corps, et voilà quelque chose qui n'est pas envisageable du point de vue de l'uploading. L'information doit toujours être quelque part encryptée, incarnée, en lien avec un support quel qu'il soit. En d'autres termes, pour bon nombre de transhumanistes, l'hypothèse du téléchargement de l'esprit n'implique pas nécessairement un univers dualiste des réalités qui pourraient être indépendantes et se survivre séparément. Telle fut très tôt la conviction de Max More, le fondateur de l'extropianisme, qui constitue la philosophie première du transhumanisme. On pourrait en débattre, mais c'est en tout cas la position d'une jeune chercheuse qui a défendu sa thèse dernièrement avec brio. Pour comprendre pourquoi le dualisme des substances ou des propriétés dans ses versions cartésiennes, ou plus précisément le dualisme des propriétés dans ses formes computationnalistes ou connexionnistes, dans le cas de Moravec, est une croyance métaphysique dont les transhumanistes n'ont pas besoin, il est essentiel de prendre en compte la théorie de l'identité personnelle qui irrigue la pensée de Max More, la pensée extropianiste. Alors cette théorie a été développée donc par Max More dans l'héritage, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de la pensée de Derek Parfit. Pour Parfit, l'identité personnelle repose traditionnellement sur la croyance qu'il existe un moi stable au centre de nos émotions, pensées, souvenirs et perceptions. On en fait tous l'expérience. Quand nous avons des pensées, des représentations, des images dans notre esprit, nous avons l'impression d'être comme des spectateurs qui voyons ces images apparaître dans notre esprit et qu'il y a quelque part un spectateur face à un écran qui constitue le moi, le soi. À la suite de Hume, Parfit rejette cette croyance. Pour lui, c'est une fausse croyance. Il n'y a pas d'esprit, d'âme ou d'entité métaphysique comme un moi ou une conscience. Il n'y a qu'un flux d'impressions. Il n'y a qu'un flux d'impressions qualitatives et d'états mentaux auxquels correspondent constamment des états physiques. Cette théorie ne rejette pas l'idée qu'il existe des personnes, mais Parfit soutient premièrement que l'identité personnelle ne repose pas sur l'existence d'un moi permanent et stable. Deuxièmement, qu'une personne n'est pas nécessairement la même avec le temps qui passe. C'est une affaire de degrés et de variations. Ce qui fait la continuité de la personne dans le temps n'est pas qu'elle soit identique à elle-même, mais qu'il y ait moyen de relier de façon plus ou moins étroite les événements physiques et mentaux de l'individu que j'étais à un certain moment du temps avec ceux qui font ce que je suis aujourd'hui ou ce que je serai plus tard. C'est tout. Ce qui fait ma continuité personnelle, ce n'est pas donc une substance, une sorte de moi, ni un substrat physique particulier, mais la liaison entre les états physiques et mentaux de ma vie, ce que Parfit appelle la relation R. Troisièmement, il ne faut pas confondre l'identité numérique d'un individu et son identité personnelle. Alors attention, le concept d'identité numérique qui prévaut ici est d'ordre logique. Il n'a rien à voir avec l'identité numérique au sens digital ou informatique du terme. L'identité numérique au sens logique signifie simplement la relation qu'un être a avec lui-même et rien d'autre. Ainsi, deux objets peuvent être qualitativement identiques sans être numériquement, logiquement identiques. Par exemple, deux billes vertes sont qualitativement identiques, mais numériquement distinctes. De même, pour Parfit, il ne faut pas confondre l'identité numérique d'un individu et son identité personnelle. Ce sont deux choses différentes. En principe, il est en effet possible, défend Parfit, que l'identité personnelle ne soit pas anéantie en changeant d'identité numérique. Si la relation R est garantie, une personne peut survivre si elle change de corps. Elle n'a pas besoin du même corps. Ou deux individus spatio-temporellement distincts, donc numériquement, logiquement différents, pourraient partager la même identité personnelle s'il existe une relation R entre leurs états physiques et mentaux, c'est-à-dire une connexion telle que si un individu éprouve en première personne les souhaits, les désirs et les souvenirs d'un autre individu numériquement distinct, ils sont en fait la même personne. Nous serions dans ce paradoxe avec Théodule, justement, s'il avait survécu sur Terre suite à sa téléportation sur Mars. Alors certes, on n'est plus exactement la même personne si l'on change de corps, mais le corps biologique n'est pas une condition sine qua non
de la continuité de l'identité personnelle dans le temps. Ça va, vous me suivez? Alors, au plan métaphysique, la théorie de l'identité personnelle de Parfit ne relève ni d'un matérialisme réductionnisme, qui nous conduirait à dire que je ne suis que mon corps, ni d'un dualisme des substances ou des propriétés, qui consisterait à dire je ne suis pas mon corps, mais plutôt, là c'est mon interprétation, mais plutôt de la théorie du double aspect et d'une ontologie relationnelle. Autrement dit, la conscience et la matière sont deux aspects irréductibles du point de vue de la connaissance et complémentaires, deux aspects d'une seule et même réalité fondamentale dont nous n'avons jamais qu'une connaissance partielle. Par les sciences de la nature, nous ne voyons jamais que la dimension matérielle de cette substance ultime. Par le biais de l'expérience personnelle et subjective, de nos sensations, de nos émotions, nous en percevons la réalité interne, mais il s'agit de la même substance, de la même réalité ultime. C'est la théorie du double aspect. Il y a toujours deux perspectives pertinentes qui nous donnent un point de vue extérieur, objectif ou subjectif, sur une réalité unique. Cette réalité n'est pas faite de substances ou de propriétés isolables et indépendantes, mais de relations. Donc l'identité personnelle est la relation R qui existe entre un ensemble d'événements physiques et mentaux qui n'ont rien à voir avec l'union mystérieuse du corps et de l'esprit. Cette vision qui renouerait avec le dualisme des substances est tout à fait étrangère à Parfit. Alors, dans sa thèse de doctorat intitulée The Diachronic Self Identity Continuity Transformation, Max More, fondateur donc du transhumanisme primitif, l'extropianisme, s'approprie la théorie de l'identité personnelle de Parfit et de ce fait échappe au piège du dualisme du corps et de l'esprit. Hors de question, en effet, pour More, de dénigrer le corps au profit de l'esprit, mais pas question non plus de sacraliser l'identité numérique d'un individu quand l'identité personnelle ne s'y réduit pas. En s'appuyant sur la théorie de l'identité personnelle de Parfit, l'hypothèse du téléchargement de l'esprit apparaît métaphysiquement possible pour More, sans qu'il soit nécessaire pour autant de concéder au dualisme. À travers le mind uploading, une causalité technique peut copier et reproduire des événements physiques et mentaux. L'opération causale constitue dans ce cas une médiation technique qui préserve la continuité de la relation R dans le passage d'un substrat physique à un autre. Dans le changement d'identité numérique, l'identité personnelle est préservée parce que la relation R qui relie les événements physiques et mentaux de la personne est maintenue. Simplement une médiation technique vient introduire une variation, mais qui maintient la continuité de cette relation dans le changement des corps. L'identité personnelle est préservée. J'en viens à présent à ma conclusion. Je propose de ramasser dans un premier temps l'essentiel de nos acquis, puis de défendre l'idée d'un... Alors vous allez me trouver très traditionnel, on pourra en discuter, mais l'idée d'un retour de l'âme au temps de son éclipse. Indéniablement, les spéculations transhumanistes au sujet du mind uploading interrogent notre conception humaniste classique de la personne humaine et de son identité. D'ailleurs, la théorie de Parfit est très bizarre et difficile à bien comprendre. Je ne suis pas encore convaincu de l'avoir parfaitement bien traduite, parce que nos repères culturels sont ceux hérités de notre héritage judéo-chrétien, de toute une histoire des rapports de l'âme et du corps, du concept d'âme et corps, corps-esprit. Et Parfit essaye justement de sortir sa réflexion sur l'identité personnelle de ces concepts-là, pour proposer un tout nouveau cadre de compréhension de ce qu'est l'identité personnelle. C'est difficile d'entrer dans sa lecture. S'ajoute à cela aussi la couche de la philosophie analytique, qui est une façon de faire de la philosophie qui est très différente de la philosophie continentale à laquelle on est moins habitué. Alors la métaphysique dualiste de type fonctionnaliste de Hans Moravec, si l'on suit la lecture qu'en fait Catherine Hales, certains passages aussi ambigus de Moravec, transforme en profondeur le sens des catégories humanistes du corps et de l'âme. L'âme renvoyant à l'ensemble des fonctions de l'esprit humain, au contenu de la vie mentale et se situant en corrélation avec son substrat physique, le cerveau. Pour Moravec, la personne humaine s'identifie à sa vie mentale, laquelle est une fonction du cerveau qui peut s'instancier, se réaliser sur d'autres substrats de nature physique ou virtuelle, de la même façon qu'un software peut se réaliser à partir de différents hardware.
Une partie de la pensée transhumaniste s'expose ici à la critique humaniste, qui décèle dans sa propre tradition de multiples résurgences de la pensée dualiste gnostique, dont on a parlé tout à l'heure. Le mind uploading traduirait alors un refus du corps biologique et un idéalisme éhonté, en présupposant que l'esprit n'est qu'une manifestation des processus physiques et électrochimiques à l'œuvre dans le cerveau, sous la forme d'un ensemble de fonctions algorithmisables et reproductibles sur des supports non biologiques à même d'opérer les mêmes opérations. Mais le transhumanisme de Max More et des extropianistes s'appuie sur une métaphysique de la relation qui récuse ce dualisme, cette vision gnostique et les catégories humanistes classiques du corps et de l'âme. Cette métaphysique est intrigante, elle ne nie pas l'existence des personnes, mais elle défend l'idée que l'identité personnelle repose sur une continuité psychologique qui n'est pas nécessairement limitée à l'identité numérique d'un individu. Des opérations techniques, comme le mind uploading, qui remplace un corps par un autre, pourraient en effet constituer des causes qui maintiennent une connexion continue entre les événements physiques et mentaux qui font l'expérience personnelle, que cette expérience implique un unique corps ou traverse plusieurs d'entre eux de nature biologique, synthétique ou virtuelle. Cette seconde métaphysique qui inspire l'extropianisme, la philosophie première du transhumanisme, pose à mon avis de sérieuses questions à l'humanisme. Dans un monde où nous sommes de plus en plus hybridés à des appareillages techniques et où nos techniques que nous produisent en retour tout autant, le transhumanisme trouve dans la théorie de l'identité personnelle de Parfit et de son disciple Max More une conception souple, non substantialiste et évolutive de la personne humaine qui permet de lui associer ses prolongements et ses substitutions techniques. Quelles sont les limites, les intérêts et les risques éthiques d'une telle conception de la personne humaine? Un humanisme renouvelé à l'ère des neurosciences et de l'IA doit-il s'opposer à cette métaphysique de la relation? Ce sont des questions, je ne les traiterai pas. Une piste de développement possible serait de critiquer la réduction moderne du concept d'âme au concept d'esprit, dont l'humanisme a hérité, me semble-t-il, au moins depuis Descartes. En réduisant l'âme à la vie mentale et aux fonctions cognitives, la réflexion sur la nature humaine s'est cristallisée autour du problème du corps et de l'esprit, et sur une alternative entre dualisme et monisme. Cette réduction de l'âme à l'esprit nous conduit aussi à un autre dualisme né de cet écrasement théorique entre le corps et le cerveau. De nombreux travaux scientifiques présupposent en effet que la base matérielle de notre identité personnelle est notre cerveau, et que le reste de notre corps, avec son milieu associé, naturel, social, culturel et technique, serait secondaire et inutile pour capter l'essence de la personne humaine. Dans cette même tendance, l'extropianisme de Max More, de même que de nombreux transhumanistes à sa suite, n'oppose pas le corps et l'âme, rabattus sur l'esprit et ses fonctions mentales, mais ils opposent par contre le corps et ses événements cérébraux, en postulant que le noyau central de l'identité personnelle se situe au niveau des expressions de l'activité cérébrale. De ce point de vue, tout en cherchant à s'en libérer, la métaphysique moniste de Max More hérite méthodologiquement du dualisme cartésien qui oppose au corps ses expressions cognitives et leur base cérébrale. Elle hérite aussi d'un réductionnisme épistémique en identifiant l'âme, l'esprit et la pensée. L'âme n'est plus du tout comprise au sens aristotélicien comme la forme d'un corps naturel ayant la vie en puissance. Pour Aristote, l'âme c'est vraiment la forme du corps, c'est pas la forme du cerveau ou ce n'est pas les fonctions mentales qui s'expriment au niveau cérébral. C'est beaucoup plus large, mais on a perdu quelque part ce sens-là. Alors je ne suis pas neuroscientifique, mais ce que de nombreux développements des neurosciences semblent suggérer aujourd'hui, je pense ici par exemple aux travaux déjà tout de même anciens, mais il y a des continuités en recherche contemporaine aujourd'hui de Francisco Varela, et ses prolongements dans les théories de l'énaction, c'est que nous ne pouvons pas isoler le cerveau humain de sa relation avec l'ensemble du corps et l'environnement avec lequel nous sommes en interaction constante. Peut-être que les phénomènes mentaux sont délocalisés fondamentalement du cerveau. Le cerveau est une condition nécessaire du fait d'avoir des expériences en première personne, etc. Mais ces expériences ne trouvent peut-être pas leur siège géographique dans le cerveau. Les phénomènes mentaux sont peut-être radicalement ou fondamentalement délocalisés du cerveau. Le cerveau étant tout à fait nécessaire tout de même pour avoir des phénomènes mentaux. Sous l'angle de ces travaux, il est possible d'envisager que les phénomènes mentaux doivent être délocalisés de leur confinement dans l'espace cérébral, en suggérant qu'ils doivent être corrélés à un ensemble complexe de relations au sein d'un système dont le cerveau n'est qu'une des parties essentielles, certes, mais non suffisante. Ces travaux me semblent permettre de renouer au plan métaphysique avec l'intuition aristotélicienne de l'âme comme la forme d'un corps dont les sciences contemporaines montrent la dimension éminemment relationnelle et contextuée. Nous
pourrions donc ici repenser l'identité de la personne humaine sur la base d'une métaphysique alternative au dualisme ou au monisme, de mort ou parfique, une métaphysique illémorphique de la personne humaine. Une telle métaphysique, évidemment, nous conduirait à douter de la plausibilité ou de la faisabilité du téléchargement de l'esprit. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop endormi avec cette conclusion un peu pompeuse, mais c'était le parcours réflexif que je voulais vous partager en tant que philosophe.